Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui on est ensemble pour un nouveau top 10 et ce sera un top 10 des jeux à jouer pendant le temps des fêtes. Pour faire ce top 10 là, je suis accompagné d'un autre YouTuber des jeux de société, Martin, qui dirige la chaîne Zone Jeux de Société. Ouais, ben bonjour tout le monde, Zone Jeux de Société, qui est une petite chaîne qui a 6 mois, donc je suis comme un bébé encore dans ce monde-là. Ben voilà, en tout cas, je suis très honoré d'être ici aujourd'hui pour faire... En fait, c'est mon premier top 10 que je fais sur vidéo en plus. Je suis très nerveux présentement. C'est une journée de première. C'est une journée de première. Fait que oui, effectivement, très content. J'ai très hâte de parler de ces fameux jeux qu'on va avoir le plaisir de jouer pendant le temps des fêtes avec nos amis, famille, dépendamment de si c'est un jeu pour enfants ou pas. On verra, ça dépend de ce qu'il y a à l'intérieur de notre top 10. Ouais, on est allé assez large en fait. On a choisi des jeux, autant des jeux qu'on pourrait jouer avec notre famille, avec nos enfants, ou des jeux qu'on peut jouer avec des gens qui sont pas très gamers, mais on a aussi des sélections pour vous autres les gamers, parce que vous êtes quand même ceux qui nous regardent le plus. Effectivement. Donc on a vraiment des bonnes sélections pour vous à vous proposer dans ce top 10 des jeux à jouer pendant le temps des fêtes. Effectivement. Alors on commence ça. On y va. Bon, alors pour commencer, ben, mon numéro 10, c'est un jeu qui, je dirais que c'est un des premiers jeux qui m'a beaucoup intéressé et qui m'a fait rentrer un peu dans le monde du jeu de société, parce que ça fait quand même pas si longtemps que ça, je suis devenu un accro des jeux de société. Puis, c'est un jeu qui aujourd'hui, je peux pas dire que c'est mon préféré. Si j'avais à faire un top 100 de mes jeux de société préférés, il serait peut-être pas dans mon top 100, mais quand même, pour ce qui est de la famille, c'est sûr que c'est un incontournable. Alors, c'est Les Aventuriers du Rail. Oui, ce fameux jeu classique où, avec l'aide d'une main de cartes, il faut placer donc différents petits trains sur un tableau de jeu. Moi j'ai juste une version, c'est la version Europe. Puis ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est que t'installes ça, tu t'expliques le jeu, je pense que ça prend même pas 5 minutes, puis tout le monde, même si t'as des gens qui sont pas vraiment des gamers, qui s'installent, qui aiment ça. D'ailleurs, c'est un des jeux que je joue toujours avec un de mes amis qui n'aime pas jouer à des jeux de société. Puis même si j'ai 300 jeux de société chez moi, celui qui veut toujours jouer, c'est Les Aventuriers du Rail. Fait que j'ai pas le choix de le sortir. Mais on a toujours beaucoup de plaisir, c'est le fun, c'est plaisant, c'est relax, c'est pas trop compliqué, on installe ça, on s'amuse, on peut discuter en même temps, puis en même temps, ben, si tu veux vraiment être très stratégique, ben, toi tu penses vraiment à toutes tes couleurs que tu as accumulées, puis tu peux bloquer aussi les gens si tu veux, dépendamment de ton objectif secret, tout ça. Donc pour moi, mon numéro 10, Les Aventuriers du Rail. Bon choix. C'est clairement un jeu qu'on entend beaucoup parler. Les gens qui sont moins habitués à jouer à des jeux, c'est à peu près le premier jeu qu'ils vont nous nommer quand on leur parle de jeux modernes. Ils vont dire « Ah, c'est comme Les Aventuriers du Rail? » Oui. Oui, c'est ça. C'est très connu, très familial comme jeu. Mais c'est le fun d'aller au-delà des Aventuriers du Rail. Là, je parle à mon ami qui va peut-être regarder la vidéo. Ça serait le fun d'essayer d'autres choses. Il va y avoir d'autres suggestions à entendre. Ben oui, il y en a 17 autres. OK. Mon numéro 10 à moi, c'est un petit jeu que j'ai découvert il n'y a pas longtemps au Salon du jeu de société à Montréal. Et c'est le jeu Maudite Momie du Scorpion Masqué. Donc un jeu qui a été fabriqué au Québec, édité par le Scorpion Masqué, un éditeur de Montréal. C'est un petit jeu dans lequel on va aller chercher des cartes qui sont au milieu de la table en 2 piles de cartes qui représentent des trésors. Et on a aussi des cartes qui contiennent des monstres. Alors on accumule les cartes devant nous cachées. Nous on les regarde mais on les montre pas à nos adversaires. Et à un moment donné, dans notre tour, on peut décider de retourner nos cartes et de marquer les points pour les trésors qu'on a. Par contre, la gamique, c'est que les autres joueurs peuvent nous demander à leur tour de nous retourner nos cartes. Et si on le fait pendant le tour des autres, quand ils nous le demandent, et si on a des monstres, il va se passer des effets et on ne marquera pas les points. Alors, il faut essayer de juger quand c'est le bon temps d'aller faire ses points, quand c'est le bon temps d'essayer de faire tourner les cartes à l'autre pour essayer de faire activer les pouvoirs des monstres pour qu'ils perdent des points ou que je fasse les points à sa place. Donc, beau petit jeu vraiment simple, ça s'explique en 2 minutes, ça se joue en 20 minutes environ, ça peut être joué avec des enfants, en famille, vraiment un bon petit jeu de bluff puis de prise de risque un petit peu. Là. Donc, c'est quoi l'âge recommandé de ce jeu-là? Oh, ça doit être quand même en bas âge pour les enfants. Okay. Pour mes 3 enfants, ça peut être intéressant. J'avais jamais entendu parler de ce jeu-là. Donc, mon numéro 10, Maudite Momie.
Numéro 9, j'ai choisi un jeu qui a été très très populaire cette année. Si jamais vous avez des échanges de cadeaux de dernière minute, là, entre 20 et 30 $, puis vous ne savez pas quoi acheter, ben, je vous conseille d'aller acheter ce jeu-là. Ça va être bon pour n'importe qui. Donc je parle du jeu Codename. Donc Codename qui a gagné un paquet de prix cette année, dont un jeu de l'année en Allemagne. C'est un petit jeu de devinette vraiment simple. On peut jouer avec ça avec notre famille ou n'importe qui. On a des mots qui sont sur la table. Et on a des gens qui, chacune des équipes, vont être des maîtres espions qui vont essayer de faire deviner les mots qui leur appartiennent à leur équipe en donnant un nom de code. Donc un nom de code, on va dire un mot et un chiffre. Et les gens de ton équipe vont essayer de deviner quels mots sont en lien avec le nom de code que tu leur as nommé. Ça a l'air vraiment simple comme jeu. Avant de l'avoir essayé, je vous disais que ça avait pas l'air si le fun que ça. Le coup d'œil n'est pas nécessairement super intéressant au début. Non, c'est pas un jeu attrayant. Non, c'est des cartes avec des mots sur une table. Là. C'est pas super attirant, mais une fois qu'on y a joué, c'est super le fun. C'est très léger. On a vraiment du gros fun à jouer à ça. Ce qui est le fun, c'est d'essayer de trouver le mot qui va aller avec le plus de tes indices qu'il faut que tu fasses découvrir. Ah oui, des fois, tu peux faire un tour à 4 indices avec ton mot. Puis, donc, vraiment un bon jeu de devinette, un bon jeu de party qui joue aussi à plusieurs joueurs. On peut jouer un nombre... limité. Il écrit certains nombres sur la boîte. Il écrit jusqu'à 8 ou 10, mais on est en équipe, fait qu'on peut avoir n'importe combien de gens. Puis ça joue en 15-20 minutes, assez rapide. Souvent, on va jouer 2, 3, 4, 5 games de suite, tellement ça joue vite. Là. Puis on va changer le maître espion à chaque partie, que tout le monde puisse essayer. Alors, mon numéro 9, Codename. D'ailleurs, une version peut-être aussi plus intéressante pour les enfants, c'est Codename Picture, qui vient de sortir, là, avec des... que tu vois d'ailleurs. Ici. C'est extraordinaire. Alors ça, c'est pour les enfants, c'est même un petit peu mieux, même jouer avec des enfants en bas âge qui sont pas... encore à l'aise avec les mots. Là. Pour le temps des fêtes, c'est un pouce en l'air pour moi. Alors moi, mon numéro 9, ben, c'est un peu spécial. On est allé avec un top 10 spécial temps des fêtes et tout ça. Donc c'est un jeu qui pour moi a une valeur sentimentale pour le temps des fêtes, mais qui a zéro le thème de Noël. Puis j'ai plus vu ça dans un thème d'Halloween. Alors moi, mon numéro 9, c'est Eldritch Horror. Oui. Alors c'est quoi le lien? Je vais vous l'expliquer, le lien. Alors Eldritch Horror, qui est un jeu d'aventure... c'est pas un jeu d'aventure, c'est un jeu d'aventure où tu as un plateau, où tu te promènes à travers le monde pour essayer d'empêcher un grand ancien de venir bouffer la planète. Puis avec ça, plein c'est un vrai Ameritrash, là, genre avec des cartes, puis là tu te promènes, tu lis la carte, tu effectues l'aventure, tu lances des dés, puis tu frustres toujours parce que tu réussis jamais à lancer tes dés. En fait, j'ai jamais gagné une fois à Eldritch Horror, mais pourquoi c'est mon numéro 9? C'est parce que à chaque temps des fêtes, depuis 3 ans, il y a une journée que je joue avec mon ami Patrick, à le temps des fêtes, parce qu'on a moins de temps de se voir pendant l'année, puis là, c'est vraiment spécifique. On joue tout le temps à Eldritch Horror, un après-midi de temps complet. On gagne jamais, on a toujours du plaisir, on boit un petit peu, et rendu à la fin, on n'est plus capable de lire les lettres qu'il y a décrites dessus, mais c'est un jeu de temps des fêtes, et en même temps, un excellent jeu, quand même, Eldritch Horror, qui est vraiment le fun, plaisant, et puis qui, je pense, est peut-être un petit peu complexe, là. T'es pas pour toute la famille nécessairement. Je pense que c'est pas pour toute la famille. Non, plus pour des gamers habitués. Ouais, c'est ça, c'est pour les gamers habitués, mais pour moi, c'est mon numéro 9 sentimental, Eldritch Horror. Ok, alors moi, mon numéro 8 maintenant, c'est un jeu qui va avoir une nouvelle édition qui va sortir. Probablement qui est même déjà en train de sortir présentement. C'est un jeu que j'ai jamais réussi encore une fois. C'est un jeu coopératif. Tellement le fun, plaisant et rempli de rebondissements. Alors mon numéro 8 pour le temps des fêtes, c'est Robinson Crusoe, l'aventure de je sais pas quoi là, l'île maudite. De l'île maudite, qui va d'ailleurs avoir une deuxième édition et toute une deuxième édition d'ailleurs, parce que quand j'ai regardé dernièrement les vidéos, ils ont vraiment changé la boîte au grand complet. Les composantes sont vraiment belles. Moi, je me suis dit qu'elle allait changer grand-chose. Finalement, ils n'ont pas tant d'affaires que ça. Ils ont changé, je pense, les morceaux de bois qu'il y avait à l'intérieur. C'est plus des cubes, c'est des petits jetons en forme de fruits pour la nourriture. Ouais, c'est ça. Bon, ils ont changé des petites affaires comme ça, mais le reste du jeu a l'air d'être pas mal la même chose. Mais c'est un excellent jeu coopératif.
Le thème est extraordinaire dans ce jeu-là. Le but, c'est qu'il faut donc qu'on arrive... ça dépend des scénarios, des différents scénarios. Et moi, j'ai juste essayé le premier parce que ma blonde ne veut pas qu'on essaie d'autres choses avant qu'on réussisse le premier et qu'on n'a jamais réussi. Fait que j'imagine que le reste des scénarios sont le fun, mais là, il faut que je ramasse du bois pour moi. En tout cas, mais on n'a jamais été capable. Mais c'est un jeu qui est le fun, plein de rebondissements. Encore une fois, comme pour mon numéro 9, c'est encore un système de cartes là, qui nous amène des événements. On peut aller chasser, mais il faut tout le temps prendre des décisions. Il y a la météo qui rentre en ligne de compte en lançant des dés. Toujours rempli de rebondissements, c'est le fun, c'est plaisant. Puis pour le temps des fêtes, un petit jeu coopératif qui peut être un peu frustrant, mais avec des amis, ça peut être très plaisant. Donc, mon numéro 8, Robinson Crusoe et l'aventure de l'île maudite. Super bon choix. J'ai joué quelques fois, là, c'est vraiment bon. La façon que les cartes fonctionnent, tu tournes une carte, tu t'es fait mal, puis là plus tard la carte retourne dans le paquet, puis quand t'as repognes, tu t'es rendu avec une infection, ton bras est infecté. Puis... Donc vraiment immersif. En fait, c'est tout ce qui est. Comme dans tout bon jeu coopératif, rien n'est à ton avantage. Toujours à ton désavantage. C'est très rare que tu aies une carte genre tu te fais 3 bois. Tu te ramasses 3 bois que tu as trouvé à terre. Non, c'est toujours tu te fais attaquer par un tigre. Ah oui. Pour ma part, mon numéro 8, j'y suis allé avec le jeu Sushigo Party. Donc la nouvelle version de Sushigo qui est sortie dernièrement, qui permet de maintenant jouer à 8 joueurs et qui ajoute beaucoup de rejouabilité, un beau petit jeu de draft que j'aimais jouer avec à peu près n'importe qui. J'avais initié ma filleule avec ce jeu-là, elle tripait, ma filleule de 8-9 ans qui tripait sur ce jeu-là. Donc la version party, son gros avantage, à part avoir un beau petit plateau pour compter les points, on n'a plus besoin de feuilles de papier. Donc le fait que les cartes changent à chaque partie. Donc on a le plateau au milieu et on met les cartes on met les tuiles qui sont les cartes qui sont dans le paquet pour la partie. On choisit un dessert pour la partie, on choisit quel rouleau on veut utiliser, quelles entrées on veut utiliser, etc. Donc les parties vont être différentes d'une partie à une autre, donc c'est vraiment excellent. Puis le fait qu'on puisse rendre à 8 joueurs, comme c'est un jeu de draft, c'est pas plus long de jouer à 8 que de jouer à 4 parce que tout se joue en même temps. Donc je l'ai essayé à 8 justement récemment à Ludo Outaouais et je pense que ça a pris une demi-heure à jouer la partie. Oh, oui. Donc ça joue vraiment rapidement, c'est simple, c'est accessible à n'importe qui. Sushigo Party, mon numéro 8. Que j'ai jamais essayé. Faudrait bien que j'essaie un jour. Mais pas la version. Non, tes yeux ont comme changé. C'est comme ça se peut pas. Quelqu'un qui joue pas à Sushigo. J'en ai souvent entendu parler, mais jamais encore eu la chance d'essayer. Alors, si c'est comme Martin, vous avez jamais essayé, là, achetez la version Party tout de suite. Et voilà. Fait que la suggestion est faite pour moi pour Noël. Mon numéro 7, j'y vais avec le jeu Junkart. Oh! Un jeu de dextérité. Celui qu'on voit pas à caméra. Il est en haut de l'étagère. Okay. Donc, un jeu de dextérité pure et dure. On a des morceaux de bois qui sont de différentes formes dans le jeu et on va avoir différents modes de jeu. En fait, il y a 10 ou 11 modes de jeu différents. Puis dans une partie, on va prendre 3 cartes pour 3 modes de jeu différents. Donc, on va faire comme 3 manches. Qui ont des règles un petit peu différentes d'une manche à une autre. Ça peut être de faire la structure la plus haute avec nos blocs. Ça peut être le dernier éliminé de la ronde. Des fois, on peut faire une structure commune, tout le monde ensemble. Quand on fait tomber des pièces, ben on peut un certain nombre de pièces, on est éliminé. Donc, il y a un paquet de modes de jeu différents. C'est un jeu, encore une fois, qui est vraiment simple, vraiment le fun avec n'importe qui. Je l'ai fait essayer à mes élèves récemment. Donc, ils ont vraiment trouvé ça drôle, trouvé ça le fun. Son seul défaut, il coûte cher. Il coûte très cher. C'est du bois. Donc mais la qualité des composantes est vraiment exceptionnelle. Pretzel Game font vraiment des beaux jeux. Effectivement. Et il y a même un mode de jeu que si vous avez le jeu Flick Them Up, qui est un autre jeu de leur compagnie, vous pouvez prendre les pièces de Flick Them Up, les cactus, les petits cowboys, et vous avez un mode qui fonctionne avec les pièces de Junkart et avec les pièces de Flick Them Up en même temps. Fait que c'est une belle suggestion de Noël. C'est un beau jeu pour... que quelqu'un pourrait donner un cadeau à son ami ou à quelqu'un qui a déjà Flick Them Up, qui voudrait les... Ouais, encore. Ouais. J'ai jamais essayé, mais ça a l'air très intéressant ce jeu-là. Donc mon numéro 7, Junkart. Alors mon numéro 7, moi pour mon numéro 7, c'est encore une fois c'est un jeu que j'aime beaucoup jouer. C'est un jeu qui peut jouer de 2 jusqu'à je pense 4 ou 5 personnes, mais qui est vraiment le fun quand on joue avec une gang. C'est pas un jeu de party, mais c'est un jeu qui est comme un peu sérieux, mais qui en même temps tu peux quand même t'installer pour jaser.
je peux être plus vague que ça. En tout cas, est-ce que tu as deviné mon jeu? Non, j'ai pas deviné. Alors, mon jeu, c'est Spectre Ops. Ah. Oui, alors Spectre Ops, qui est un jeu de déduction où il y en a un qui prend le rôle donc du personnage qui infiltre une genre d'usine. Puis les autres, ce sont des personnages qui doivent essayer de le retrouver. Et puis celui qui joue donc l'infiltré a un genre de pad de papier, puis il doit marquer toutes les carrés qui se rendent. Donc tout est caché et on a des habiletés spéciales dans ce jeu-là qui fait que c'est différent de Scotland Yard, là, qui était, je pense, qui est l'ancêtre de ce type de jeu-là. Alors chacun des agents qui ont comme mission de retrouver cet infiltré-là, bien ils ont des habiletés spéciales, ce qui fait différent aussi de certains autres jeux de ce type qui est déjà eu sur le marché. Et moi j'adore ça parce que ça a une thématique qui est science-fiction un peu. Puis c'est toujours... C'est toujours le fun, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, il y a comme un sentiment d'urgence d'essayer d'attraper la personne qui est dans l'usine, puis en même temps, pour la personne qui essaie de se cacher, c'est toujours d'essayer de trouver le bon chemin pour se cacher de tout le monde. C'est très fun, très plaisant, c'est bien balancé, j'ai toujours beaucoup de plaisir avec ce jeu-là. Puis dans un genre de petit party Noël avec des amis, même avec des plus jeunes, là, ça peut quand même s'apprendre, ça peut bien jouer, même s'il faut qu'il soit supervisé. Ben, Spectre Ops, mon numéro 7, c'est un jeu que je vous recommande fortement pour jouer avec une gang et avoir du plaisir pendant le temps des fêtes. J'ai jamais joué. J'ai jamais joué à Spectre Ops. C'est à mon tour d'avoir des yeux un peu bizarres. Là. Ouais. J'ai toujours trouvé que ça avait l'air cool, par exemple. C'est très cool. C'est très fun. Puis, c'est un autre style. Je sais qu'il y a aussi le jeu de Dracula, là, ouais, Fury of Dracula, qui semble-dire qu'il est très bon, mais moi celui-là il est plus simple. Fury of Dracula il est plus long, plus compliqué, plus long. Lui en à peu près 1 heure tu as terminé une partie, fait que Spectre Ops. Mon numéro 6, c'est un jeu qui est fait par probablement un designer qui devient un de mes designers préférés. Un gars qui aime beaucoup ça, créer des jeux où il y en a pu finir des choses, des composantes, tellement que ces boîtes sont énormes, sont très très grosses. Puis, sauf que quand tu ouvres ça, c'est comme t'as un plaisir. Puis, le jeu que je veux vous parler pour mon numéro 6, c'est Caverna. Caverna qui est la suite d'Agricola, puis le prédécesseur de celui que je suis en train de découvrir qui s'appelle Feast for Odin ou le Festin d'Odin. Dodin, ça? Festin d'Odin? En tout cas, ça doit être lui. Festin pour Odin. Pour Odin, en tout cas, lui, là. Donc, Uwe Rosenberg, moi, je trouve que c'est un être incroyable. Et je sais pas comment il réfléchit à ses jeux, comment il réussit à faire des jeux balancés avec toute la quantité industrielle de ressources qu'on a à gérer dans ces jeux-là, mais que ça reste simple. Donc, dans Caverna, vous avez votre propre petit plateau de jeu. Vous incarnez des nains qui doivent, dans le fond, gérer leur domaine. Puis, on a un plateau central sur lequel il y a énormément de choix. Donc, c'est un jeu de placement d'ouvriers en même temps. Alors, des choix pour soit aller chercher des ressources, aller faire des aventures, pour améliorer notre plateau de jeu, rajouter des moutons, des ânes, peu importe, rajouter des bâtiments. Il y a tellement de choses à faire et que, dans le fond, on peut bloquer les autres, mais pas tant que ça. Il y a tout le temps quelque chose qu'on peut faire, même si les autres vont prendre un endroit qu'on voulait avoir. C'est un jeu qui est peut-être un petit peu long, mais ça prend peut-être à peu près 1h30, 2 heures jouer une partie. Fait qu'il faut que vous ayez vraiment beaucoup de temps. Mais c'est le fun. Et puis quand j'ai acheté Caverna, j'avais jamais joué à Agricola. J'ai encore jamais joué à Agricola. Moi, c'est le contraire. C'est le contraire, bon, pas dessus. Puis, mais moi, je pensais qu'un jeu d'agriculture, jamais j'allais aimer ça. Et finalement, c'est dans mes jeux préférés de tous les temps. Caverna, je l'apprécie beaucoup. Et je vous conseille fortement d'acheter d'ailleurs le genre de petit bidule là, de Broken Token là, qui permet donc de ranger adéquatement le jeu. Là. Moi, j'ai acheté ça, j'ai bâti ça, puis ça rajoute au fun du jeu parce que c'est moins long à placer puis replacer les choses. Alors, mon numéro 6, que je vous conseille fortement, qui est un peu dispendieux parce qu'encore, il y a beaucoup de morceaux de bois dedans. Là. Une grosse boîte. C'est une très très grosse boîte. Alors, c'est Caverna.
Moi, mon numéro 6, c'est une petite boîte. Ah, le contraire. Ouais. Donc, c'est un petit jeu coopératif vraiment intense qui joue en 10 minutes. Oh, ça change du mien. Donc, c'est le jeu Fuse de Renegade Games. C'est un jeu dans lequel on doit désamorcer des bombes qui sont dans notre vaisseau spatial. Puis, si on les désamorce pas en 10 minutes, ben, on perd, le vaisseau explose. Alors, on va avoir des cartes devant nous qui représentent les bombes qu'on doit désamorcer. Puis, c'est comme des petites casse-têtes de logique qu'on doit aller placer des dés sur les cartes pour les résoudre. Donc, on peut avoir additionné 2 dés ensemble pour que ça donne un chiffre, par exemple, ou placer des dés de différentes couleurs, faire une pyramide avec certains dés. Donc, il y a différentes façons là, de résoudre les différentes bombes qu'on doit désamorcer. Et on a une pile de bombes à désamorcer qui est au centre de la table et des cartes qui sont étalées sur la table. Donc, quand on désamorce des bombes, on en prend une autre, puis ça continue, ça tourne. On prend les dés dans un sac, on les lance, et chaque joueur doit prendre un dé et les placer sur ses cartes. Si on n'est pas capable, on doit les relancer et on perd des dés, donc ça nous pénalise. Donc le jeu se joue en 10 minutes, on a un chronomètre, on a même une application qui a été faite par la compagnie là, avec une espèce de petite musique d'ambiance là, qui met une espèce stressé un peu. Oui, une petite musique stressante là, qui nous met, ça nous met dedans. Là. C'est le genre de jeu que, pour commencer une soirée de jeu, là, on joue une game de ça. Tout le monde là, va être dedans, puis tout le monde après ça, c'est comme on joue à quoi donc ça, je sais pas, on dirait que ça nous donne l'adrénaline de jouer un petit jeu en temps réel comme ça. C'est pas tant compliqué que ça, donc on pourrait jouer avec des enfants, des ados 10 à 12 ans, d'après moi, sont capables de jouer à ce jeu-là, donc c'est vraiment le fun. C'est quand même assez tough, puis on peut réguler la difficulté du jeu comme tout bon jeu coop. Là. On peut mettre plus de cartes, ou on peut mettre des bombes de niveau plus haut qui sont plus difficiles à faire, qui prennent plus de dés, etc. Donc, le ratio, tu me dis que c'est un jeu coop, donc le ratio de réussite versus défaite dans ce jeu. Je pense que j'ai gagné une fois sur 4. Ok, c'est quand même 25%. C'est bon pour un jeu coop. Ouais. Okay. Mon numéro 6, le jeu Fuse. Pour mon numéro 5, j'ai choisi le jeu Potion Explosion. Oh, une nouveauté? Oui, qui est le jeu de société pour tous les fans de Candy Crush ou de Bejeweled, qui ont joué à ça sur nos cellulaires. Donc, on a adapté un peu le concept dans un jeu de société. On a une espèce de distributeur de billes avec des billes de différentes couleurs dedans qu'on place aléatoirement. Et on a des petites potions qu'on veut essayer de faire avec les ingrédients qui sont les billes, en fait. Ouais. Et à notre tour, on va enlever une bille dans le distributeur et un peu comme un Candy Crush, si les billes d'une couleur frappent ensemble, ils vont disparaître. Là, à la place de disparaître, c'est qu'on les prend. Ouais. Qu'on gagne plus d'ingrédients, qu'on va essayer de faire les coups les meilleurs coups possibles quand c'est notre tour de jouer. On a des façons d'aller positionner les billes si on veut avant de jouer. On peut demander de l'aide ou on peut faire les effets des potions qui peuvent nous permettre de diminuer un petit peu le hasard qu'il y a dans le jeu, parce que si on faisait juste aller chercher une bille, c'est sûr que la disposition, on est pris avec. Ça se peut qu'à mon tour, il n'y ait aucun bon coup que je puisse faire, ça serait un peu plat. Fait que vraiment des façons d'aller le faire, ce qui équilibre beaucoup le jeu en tant que tel. C'est un jeu assez simple à expliquer. Je l'ai emmené avec moi dans une journée de jeu familial que j'animais à la bibliothèque de Sorel. Puis des enfants fin primaire ou début secondaire que je leur ai montré ce jeu-là, puis ils ont été capables de jouer, ils ont vraiment trippé. Donc ça peut être vraiment accessible à n'importe qui comme jeu, vraiment le fun, vraiment simple, assez original aussi. Ouais. Il est très beau, les composantes là, sont très belles. C'est un jeu tape à l'œil un peu aussi. Oui, les potions sont en carton, les petits trous pour les billes, toutes les billes de couleur, le gros distributeur. Ouais. Donc c'est un jeu qui est attrayant, la boîte est rose pétant, donc c'est sûr que ça nous tape à l'œil quand on le voit, mais le gameplay est quand même très amusant là, pour ce petit jeu-là. Donc mon numéro 5, Potion Explosion. J'ai pas dans ma collection ce jeu-là. Un jour, peut-être, à chaque fois que je le regarde, je me dis peut-être un jour je vais arriver, parce qu'effectivement, il y a comme le facteur aussi tactile de jouer qui a l'air très intéressant. Ok, alors, moi, mon numéro 5, encore une fois, j'y vais un petit peu avec l'idée que souvent le temps des fêtes, étant un enseignant, moi aussi, et ma conjointe est enseignante aussi. Ce qui fait que tous les deux, on a 2 semaines à passer ensemble, malgré qu'on a beaucoup de choses à faire dans le temps des fêtes. Mais souvent, lorsqu'on est tous les deux, puis que les enfants sont en train de jouer dehors dans la neige, faire des
des grands bonhommes de neige avec le peu de neige qui nous reste à cause du réchauffement climatique, mais ça on en reparlera une autre fois, c'est pas mal grave. Le jeu préféré de ma conjointe et moi, c'est le jeu Viticulture. Qui est un jeu. Là, il y a le site qui est sorti de Stonemaier Games que tout le monde n'arrête pas de parler, mais Viticulture, c'est un chef-d'œuvre de jeu, littéralement. Et si on ajoute en plus son extension qui est Tuscany, là, on vient de multiplier par 10 la joie. Et je vous dis, je suis pas le plus grand amateur de vin sur la planète. Je connais vraiment pas ça en plus, mais ce jeu-là, il y a beaucoup de gens que. Je leur dis, hey, on joue ça à viticulture, puis ils disent, ouais, mais c'est un jeu sur les vins. Il faut aller au-delà de ça. C'est un jeu de placement d'ouvriers avec un magnifique plateau de jeu. On a notre petit plateau à nous. Puis le but, c'est d'aller donc faire des actions pour essayer d'améliorer notre industrie de vin en allant chercher des grappes de raisin, en faisant pousser nos raisins, puis après ça, on fait vieillir notre vin, puis tout ça dans le but d'avoir des cartes, on va aller vendre voyons, pas des marchandises, là, mais on va vendre des listes de vins, là. Je sais pas comment dire ça, en tout cas, peux-tu m'aider? J'ai jamais joué. Mais c'est juste le mot en anglais, des orders. Des commandes. Des commandes! Ouais. Merci. Ça n'a pas été facile, ça. Là. Alors, des commandes de vin, on fait des points. Puis la version de base, quand le premier qui arrive à, je pense, c'est 20 points, la partie se termine, mais c'est tellement plaisant, ce jeu-là. Puis, avec l'extension Tuscany, ce qui est cool, c'est que ça rajoute des modules au jeu. Fait que, puis, les modules, c'est un petit jeu de legacy. Donc, à chaque fois que tu joues, nous autres, ma conjointe et moi, ça prétend victoire, mais là, l'autre, il choisit quel module qu'on débloque. Puis ça rajoute des éléments comme même, à un moment donné, on a un nouveau plateau de jeu qui va arriver. À un moment donné, on va faire du fromage, on va faire du ketchup. Alors, je sais pas si c'est vraiment du ketchup, mais je pense que c'est un autre genre de production. Alors, c'est un jeu extraordinaire qui joue très bien à plusieurs, qui joue sans solo. Pour ceux qui aiment, il y a Automa que j'ai fait à site sur ma chaîne, mais il a commencé sa vie dans viticulture. Donc, mon numéro 5, viticulture, encore une fois, un excellent jeu pour jouer pendant le temps des fêtes avec des amis, avec une bouteille de vin. C'est thématique en plus. C'est extrêmement thématique. J'en ai souvent entendu parler de ce jeu-là, il est toujours en bien en plus, mais j'ai pas encore eu le temps d'essayer. Il va falloir que j'amène ça la prochaine fois que je viens ici. Avec ma conjointe. Il faudrait qu'elle vienne ici aussi, parce que... Ok, je fournis le vin. Excellent. Alors, pour mon numéro 4, je retourne encore un peu en arrière. Puis, ayant eu la chance de connaître un peu ce monsieur aujourd'hui, j'ai l'impression que mon numéro 4 c'est peut-être un jeu qui doit déjà connaître, et s'il ne connaît pas, il connaît le monde, en tout cas, dans lequel ça se passe. Encore une fois, c'est un jeu que j'ai réfléchi dans le plaisir de jouer avec des gens, qui n'est pas trop compliqué à installer, qui n'est pas trop compliqué à expliquer. Et après ça, une fois qu'on commence à jouer, il y a une certaine complexité qui rend ça le fun. Mon numéro 4, c'est Lords of Waterdeep. Oh! Oui, ça c'est un autre extraordinaire. Est-ce que tu l'as, ce jeu? Si. Ah, voilà. Lords of Waterdeep, pour moi, c'est un de mes jeux préférés, mais que je sors pas assez souvent. C'est le fun parce que, encore une fois, c'est un jeu de placement d'ouvriers. On dirait qu'il y a comme un genre de thématique dans mon top 10. Je pense que c'est un style de jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu de placement d'ouvriers, mais où on ramasse des ressources. Puis c'est sûr, il y en a beaucoup de gens qui ont chialé ces ressources parce qu'un fighter, c'est un cube orange, puis un mage, c'est un cube... il y a un upgrade kit qui existe là, avec des beaux meeples de guerriers, des beaux meeples de magiciens. C'est un beau cadeau à demander à Noël. Oui, c'est vrai. Ça, ceux qui écoutent ça, tu sais, faut m'acheter ça. Non, mais moi aussi, j'aimerais ça. Mais au-delà, moi je pense tout le temps au-delà de ça, parce que quand tu rentres dans le monde, puis que tu lis les cartes, tu as des missions à accomplir, ça a du sens. C'est le fun parce que justement, tu as des cartes de missions. Donc c'est un jeu de placement d'ouvriers, gestion de ressources, qui est des gens. Tu fais des missions, tu peux aussi bloquer les autres un peu avec certaines cartes. Là, tu peux leur donner des bâtons leur mettre des bâtons dans les roues. Dans les roues. Pas dans les rues, mais bien dans les roues. Puis moi j'ai toujours beaucoup de plaisir. Et aussi l'extension qui s'appelle quelque chose à Scoundrel and Skullport. Ouais, c'est celui-là, mais qui rajoute dans le fond les jetons de corruption. De corruption. Une chance, t'es là aujourd'hui. Les jetons de corruption, ça aussi, c'est extraordinaire. En tout cas, c'est un jeu que j'apprécie vraiment beaucoup. Puis que j'aime aussi beaucoup sortir avec une gang autour de la table.
puis d'avoir du plaisir. C'est un jeu simple, fun. Alors, mon numéro 4, Lords of Waterdeep. Puis même si vous n'êtes pas des fans de Donjons Dragons, c'est pas tant important. Vous allez apprécier quand même le jeu pour ce qu'il est. Là. Mais quand t'es un fan, par exemple, c'est cool. Tu vois les petits clins d'œil qu'ils ont fait ou les organisations qui sont dans les cartes. Là, bon, c'est sûr que moi aussi, je l'apprécie beaucoup ce jeu-là. Je l'aime beaucoup, Lord of Waterdeep. Moi, mon numéro 4, ça c'est ma suggestion pour les gros joueurs de jeux euro. Tu en as parlé un petit peu tantôt. C'est le Stonemaier Game aussi. Scythe. Donc Scythe est probablement un des jeux qu'on a entendu le plus parler dans l'année. Il est en train de grimper les échelons sur Board Game Geek de façon incroyable. Il a fait le top 10, il est parti le top 10. Donc Scythe, c'est un gros jeu avec un gros plateau, c'est un jeu d'exploration, c'est un jeu de gestion de ressources. C'est un jeu, il y a un peu de confrontation, mais c'est pas l'essentiel du jeu. Tu peux faire une partie sans même faire aucun combat, puis tu vas avoir du fun quand même. Fait que c'est vraiment un gros de gestion. Les composantes de jeu-là, le plateau, le petit plateau de joueurs là, avec les endroits pour mettre les cubes, les améliorations, tout ça, qui est vraiment bien fait. Le symbolisme du plateau qui est vraiment facile à comprendre. C'est un gros jeu qui a l'air effrayant. Mais une fois qu'on commence à jouer, c'est vraiment simple à comprendre parce que toutes les icônes sur notre plateau nous disent exactement ce que les actions font. Fait que c'est vraiment simple à apprendre. Vraiment le fun, vraiment beau, le graphisme aussi, des cartes. Les cartes, là, les fameuses cartes d'événements sont magnifiques. Donc vraiment, tout est bon dans ce jeu-là. La version française vient d'arriver en magasin si jamais ça vous intéresse pour Noël. Si vous voulez avoir ça comme cadeau ou acheter ça à quelqu'un qui tripe sur les gros jeux type euro, là, c'est le jeu à aller chercher. Le jeu à jouer entre amis pendant le temps des fêtes. Oui, d'ailleurs, j'ai joué la semaine dernière avec un couple d'amis. Et puis j'ai une de mes amies là-dedans qui, dès le début de la partie, on voyait que ça y tentait pas vraiment parce que c'est très intimidant comme jeu. Au début, quand tu t'installes, tout ça, il y a l'air beaucoup de choses. Mais après 2 tours de jeu, elle a vraiment adoré ça. Puis elle m'a même dit la semaine dernière, c'est quand qu'on joue. Fait que c'est un jeu qui vient vraiment chercher les gros gamers, mais aussi les plus petits gamers. Puis il n'y a vraiment pas de combat dans ce jeu-là. Puis même, il y en a certains qui disent négativement qu'il n'y a pas de combat, là, parce que c'est vraiment juste une question de le combat, c'est juste la gestion d'une autre ressource. C'est ça, exactement. Mais ça ralentit pas le jeu et c'est un très bon choix. Excellent choix. Alors, mon numéro 4, Scythe. Pour mon numéro 3, c'est une suggestion de jeu à 2 joueurs. Donc, si vous êtes en tête-à-tête pendant une journée de tempête de neige, j'écoute. Vous allez devoir jouer à Seven Wonders Duel. Bien sûr. Un classique, clairement le jeu à 2 joueurs que je préfère le plus dans tous ceux que j'ai eu la chance de jouer. Un jeu quand même assez stratégique, assez simple à apprendre. Donc, à peu près n'importe qui peut apprendre à jouer à ce jeu-là. Et c'est un jeu que toutes les parties sont serrées. Donc même des fois, si l'autre semble contrôler l'économie et tout ça, ben on peut toujours se rabattre sur la victoire militaire ou sur la victoire technologique. Donc il y a différents aspects qu'on peut aller explorer dans les stratégies, le choix des merveilles qu'on va choisir au début de la partie qu'on veut construire. Puis au début, je me disais, un jeu de recrutement de cartes à 2 joueurs, là, ça va être plate. Là. C'est pas une mécanique qui est vraiment le fun à 2 joueurs. Puis la manière qu'ils ont fait ça avec les petites pyramides de cartes est vraiment bien pensé. Donc vraiment excellent jeu là, pour 2 joueurs. Là, Seven Wonders Duel que je vous recommande fortement comme mon numéro 3. C'est un excellent jeu que j'ai. Et d'ailleurs, j'ai acheté, je me suis procuré Panthéon, qui est l'extension que j'ai pas essayé encore, mais je dois vous dire que j'ai joué à peu près une dizaine de fois à ce jeu-là et je suis invaincu en à peu près 10 parties. Je pense que je m'auto-proclame le meilleur joueur de Seven Wonders Duel de Sorel. Il faudra qu'on fasse une partie live, je pense. Faudrait faire ça. Ouais, c'est une idée. Il y a une idée ici qui... On prend ça en note. Oui, ça sent bien, ça. Ah oui, ben ça, c'est à mon tour. Hein? Ouais. Mon numéro 3, là, depuis le début, je suis peut-être un petit peu plus dans des jeux un peu plus... pour jouer en gang, mais pas trop de party, qui sont peut-être un petit peu plus engageants. Là, j'en ai un plus de party, qui est un jeu extraordinaire, le fun. En fait, c'est tous des jeux extraordinaires, le fun qu'on a choisi, sinon ce n'est pas dans notre top 10. Voilà. Mais c'est un jeu qui met en scène une personne avec d'autres personnes. Puis c'est une personne qui va aider les autres à découvrir un fameux mystère avec des cartes artistiques magnifiques et extraordinaires.
Alors, mon numéro 3, c'est Mysterium. Mysterium, qui est un jeu qui a eu beaucoup de buzz quand il est sorti. Tout le monde en parlait énormément. Puis moi, c'est pas vraiment mon style de jeu, mais je l'ai acheté quand même parce que je suis comme ça. Puis après ça, ben, je l'ai essayé à 2 joueurs. À 2 joueurs, c'est jouable. Ça joue. Il n'est pas à son meilleur. Non, il n'est pas à son meilleur. À son meilleur, après ça, j'ai joué à 4 personnes et là, c'est vraiment extraordinaire. C'est une expérience à vivre, dans le fond. Puis je sais pas qui ont pris vraiment pour faire ces cartes-là, mais ils sont weird. Ils sont vraiment hors de ce monde, mais avec ces cartes-là, on est capable de faire passer plein d'indices. Et ce qui est le fun pour la personne qui joue le fantôme, parce que le jeu, dans le fond, c'est qu'on incarne un fantôme qui essaie de donner à des médiums des informations pour essayer de découvrir l'assassin d'un événement quelconque, là, je ne pourrais pas vous dire exactement. Puis les gens incarnent, les médiums incarnent des personnages et il faut essayer que le fantôme explique à chacun des médiums quel personnage il est, dans quelle pièce. Puis ils ont des cartes en avant d'eux qui ont des symboles, qui ont différentes couleurs, avec des iconographies différentes. Puis chacune des cartes, des fois, ça peut être très weird, mais tu veux que c'est 3 cartes rouges que tu donnes à une personne, puis la personne, il faut qu'elle essaie de deviner quel personnage qu'elle est parmi ceux qu'elle a devant elle. Donc, il faut qu'elle essaie de rentrer dans ton psyché, mais le fantôme n'a pas le droit de parler, il n'a pas le droit de dire un mot, pas le droit de regarder du tout les autres. Et c'est juste le fun quand t'es le fantôme d'entendre les autres parler puis dire « Ah, moi je pense que c'est ça qu'il veut dire, mais dans ta tête c'est pas ça du tout que tu veux dire. » Là, pendant quelques temps, c'est très plaisant, très fun. C'est un magnifique jeu de party pour le temps des fêtes, sans farce, là, si vous n'avez pas encore ce jeu-là. Puis il y a une extension qui est sortie qui, je pense, rajoute d'autres cartes. Ouais, elle fait juste acheter des cartes, il n'y a pas de nouvelles règles, c'est vraiment juste des cartes supplémentaires de vision, des cartes de personnages, de lieux, tout ça. Vraiment un bon jeu, Mysterium. J'ai toujours aimé ça, les parties que j'ai fait à ce jeu-là. Comme tu dis, ça peut être accessible à n'importe qui. C'est vraiment un jeu de déduction en tant que tel. Oui. Donc, ceux qui vous parlent, qui aiment ça jouer à Clou, là, faites-leur jouer à Mysterium en place. Mais tu sais, dire, j'ai quelque chose de plus fun que Clou. Ouais. Plus fun, plus beau. Ouais, tu sais, qui est plus artistique. Plus belle expérience. Oui, effectivement. Bon, alors, mon numéro 2. Mon numéro 2, là, on arrive dans le sérieux. Là. Oui. OK, dans le très, très sérieux. Alors là, ce sont nos 2 jeux que nous recommandons fortement pour jouer pendant le temps des fêtes. Moi, je me suis dit, pour le temps des fêtes, des fois, ce qu'on aime le plus, c'est derrière les autres. Ben, ça fait pas mon affaire, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai un jeu ici, là, que si vous êtes en gang, puis qu'il y en a certains qui, autour de la table, vous aimez un peu moins, mais que vous voulez pas leur dire, parce que vous voulez pas partir une chicane, j'ai le jeu parfait pour vous. C'est un jeu où on a le droit de viser son fusil vers les autres. Oh. Alors, mon numéro 2 pour le temps des fêtes, c'est Cash and Gun, qui est un jeu weird, parce que quand je joue avec mes enfants qui ont 10, 8 et 6 ans, de voir ma petite fille de 6 ans me pointer avec un fusil, c'est toujours un peu weird. Mais on a tellement de plaisir avec ce jeu-là. C'est un jeu extrêmement simple où le but, c'est qu'on a un genre de chef de la mafia. Puis les autres, après ça, on a des balles. En avant de nous autres, on a, je pense que c'est 10 balles. Puis il y en a, je sais pas exactement le nombre de balles, mais c'est, mettons, 5 balles qui sont des ouais. Puis 5 balles qui sont des blancs où on ne pointe pas personne. Puis là, tu choisis la balle au début, puis après ça, tu vises une personne. Puis là, mais là, celui qui est le chef de mafia peut décider, toi, tu vas changer la personne que tu vises. Fait que là, on vise une autre personne. Puis là, mais après ça, dépendamment de qui a tiré avec des vraies balles, les gens qui meurent, mais ils peuvent pas prendre le butin qui est au centre. C'est juste ça, le jeu. Ça dure 8 rondes de jeu à peu près, mais c'est toujours le fun. On rit tout le temps. Jeu que j'amène pas à l'école. Non, moi non plus. Non, pourtant, c'est comme un jeu qui est c'était tellement plaisant, mais ça reste quand même, c'est des petits fusils en fond, mais c'est le fun parce que moi, quand je joue, je mets mon fusil à l'envers comme ça. Comme un gangster, là. Tu te pognes comme ça. Puis, des fois, tu fais ça comme ça, là, juste à côté. Bon, c'est très violent, mais violent, gentil. Fait que mon numéro 2 pour le temps des fêtes, ce qui fait un peu weird maintenant que j'ai tout expliqué le jeu, mais ça reste quand même ça, c'est Cash and Gun. Ah, c'est très drôle comme jeu. C'est très drôle, c'est très comique. Moi, je suis allé avec un énorme jeu pour mon numéro 2. Oh. J'appelle ça les jeux d'après-midi. Donc, vous êtes avec vos chums gamers en après-midi. On se fait un gros jeu qui va durer 3-4 heures toute l'après-midi parce qu'on est en vacances. Ah oui. Dans le temps des fêtes. On va jouer à Star Wars et Rebellion. Ah, bien sûr.
un énorme jeu avec un énorme plateau où un joueur ou deux joueurs incarnent l'Empire galactique avec Darth Vader, l'Empereur, puis leur vaisseau, et leur flotte de vaisseaux qui finit plus. Donc les stars, la Death Star aussi. Oui, on a l'étoile noire sur le plateau même qu'on peut bouger pour aller détruire des planètes. Et les autres joueurs font les rebelles qui, eux, essaient de survivre vraiment. Ça a eu un certain temps d'accomplir des objectifs pour gagner la partie. Donc c'est un jeu, un gros jeu avec des cartes, des petites figurines sur des petits standees. Là. Il y a plein de choses qui se font, des figurines, des vaisseaux, des trucs. Des dés. Oui, il y a des dés, des combats avec des dés. Donc, un gros jeu, là, Ameritrash à fond, avec de la thématique de Star Wars qui regorge dans tout le texte des cartes. C'est tous des événements basés dans la première trilogie de films, épisode 4, 5, 6. Donc, pour les fans de Star Wars, c'est du gros bonbon là, de voir toutes ces références-là. Les différentes missions qu'on envoie nos personnages faire, mais ils font toutes référence à des choses qu'ils ont faites pour vrai dans le film. On peut avoir Boba Fett qui va aller congeler un héros de la rébellion en carbonite. J'ai même déjà réussi, dans une de mes parties, à rendre Luke Skywalker du côté obscur de la Force. Ça a été un grand moment dans ma vie. Ça aurait pu arriver dans un univers alterné, on ne sait jamais. Donc on recrée des moments des films, c'est fou. C'est un jeu vraiment le fun, mais c'est un gros jeu là, qui va durer 3-4 heures. À peu près 2h30, 3h, mais c'est un des meilleurs de 2016, définitivement. Là, c'est un excellent jeu. Nous pouce en l'air pour moi, pour ce jeu-là, j'adore ça. Alors, mon numéro 2, Star Wars Rebellion. Voici rendu au moment tant attendu, le numéro 1. On fait un petit roulement de temps. Bien sûr, oui. Alors, mon numéro 1, c'est un jeu que j'attendais avec impatience cette année. C'est un jeu que j'avais des attentes très élevées. J'étais certain que ça allait être un bon jeu. Puis quand j'y ai joué, c'était encore meilleur que ce que je m'imaginais. Alors c'est clair que je vais vous le conseiller fortement pour aller jouer dans le temps des fêtes. Donc c'est quel style de jeu là? C'est un jeu de cartes. C'est un jeu de deck building. Donc c'est un jeu de deck building avec un plateau. Je commence à peut-être savoir c'est quoi. C'est un jeu, faut pas faire trop de bruit. Faut pas faire du clank. Faut pas réveiller le dragon. Clank. Clank, clank, clank. Donc c'est le jeu Clank. Le jeu Clank, ça a vraiment été mon jeu de l'année. C'est une découverte cette année. C'est vraiment amusant. J'ai toujours trippé sur les jeux de deck building. J'en ai souvent parlé dans mes vidéos. Celui-là, je trouve que ça amène le deck building à un autre niveau. On n'a pas juste les cartes à gérer, il faut gérer le plateau, qu'est-ce qui se passe. On a vraiment un personnage qui se promène, puis qui explore un donjon, qui va aller chercher des trésors, aller dans un magasin, donc aller battre des monstres avec nos cartes. On a le déplacement, il faut acheter des nouvelles cartes parce qu'il faut se faire un deck pour avoir des meilleures cartes dedans, puis bouger de façon plus efficace, ou d'avoir des meilleures cartes, etc. Mais il faut aussi aller miser sur les points. Donc, c'est pas toutes les cartes dans ce jeu-là qui donnent des points. Puis la façon, je trouve qu'ils ont départagé ça, les cartes qui donnent des points sont souvent faibles. Puis les cartes qui donnent pas de points sont souvent fortes. Fait que là, il faut décider, je veux-tu avoir des points rapidement ou je veux avoir des cartes qui sont fortes. Puis la façon que le clank fonctionne, on va avoir des cartes qui vont décrire clank dessus, ça veut dire que notre personnage fait du bruit. Il s'est accroché sur une roche ou il est tombé à terre. Puis là, le dragon, il aime pas ça le bruit, fait qu'il va essayer de nous cracher du feu dessus. Donc on va mettre des cubes dans une zone qui est la zone de clank, et quand on va piocher une carte qui a le symbole du dragon, on va tout mettre les cubes de la zone de clank dans un sac. Et on va tirer des cubes. Beau sac d'ailleurs. Très beau sac avec un beau dragon. Donc on va piocher des cubes, et si c'est des cubes d'une couleur qui sortent, ça veut dire que le dragon nous a attaqué, il essaie de nous brûler un peu et on reçoit des points de dégâts. Et on peut mourir pendant notre aventure dans le donjon. C'est risqué d'aller à la chasse aux artefacts. C'est effectivement, moi aussi, un de mes jeux préférés de 2016. Une découverte totale d'un jeu qui me disait absolument rien avant de voir sa chaîne à lui. Puis après ça, j'ai acheté et j'ai d'ailleurs fait des vidéos sur ma chaîne sur ce jeu-là, que j'ai même joué tout seul et j'ai eu du plaisir à jouer tout seul, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus plaisant avec des gens. J'ai joué avec mon fils de 10 ans.
qui est pas bilingue, donc ça se joue très bien, parce qu'il est juste en anglais. Il y a très peu de texte sur les cartes. Ça s'explique bien aussi. Puis il n'y a pas vraiment de confrontation directe entre les joueurs. Il y a un aspect course un peu, parce qu'on descend dans le donjon, on va chercher des artefacts. Ouais. Des fois, si on est 2 joueurs ou 3 joueurs dans le même coin, puis là, lui il va aller chercher l'artefact avant nous autres. Là, il faut que je fasse un plan B, il faut que j'aille ailleurs sur le plateau. À 3-4, c'est vraiment plus le fun. Les parties ont toutes fini serrées dans celles que j'ai jouées. Donc j'ai toujours eu du fun, je veux tout le temps rejouer à ce jeu-là ces temps-ci. Les cartes sont belles aussi. Ouais, l'univers, donc une espèce d'univers fantastique. Donc vraiment une grosse découverte. Clank, il fallait que je me le mette en numéro 1, puis je vous conseille d'aller essayer ça pendant le temps des fêtes. Moi, c'est un beau jeu, mais il va être dur à trouver en magasin. Bon, là, toi et deux, là. Ouais, fait que vous viendrez nous voir, on va jouer avec vous autres. On verra, le temps des fêtes, c'est un peu occupé. Là, mais on va envoyer des commentaires en bas, puis on pourra peut-être voir ce qu'on peut faire. Bon, alors moi, mon numéro 1, c'est pas du tout dans la même veine. En fait, c'est mon jeu préféré, joué encore une fois avec une gang, puis qui est plus une expérience qu'un jeu. C'est un jeu où on a un énorme plateau, très grand plateau, et sur lequel on doit se promener un peu partout. Mais on n'a pas nécessairement un but à atteindre. Au début de la partie, on décide les chiffres qu'on veut avoir pour finir la partie, mais c'est plus l'expérience qui est importante que d'autres choses. Alors mon jeu, c'est Tales of the Arabian Nights, version française que je vous recommande fortement parce qu'il y a beaucoup de textes. Alors c'est un jeu dont vous êtes le héros un petit peu, où on se promène sur le plateau, on a un énorme livre dans lequel il y a des histoires qu'on va vivre et on doit, à chaque fois qu'on arrive à un endroit, piger une carte et dépendamment de quel endroit qu'on est sur le plateau, des fois quel moment de la journée, ça va nous amener à un endroit précis dans le cahier. Puis on va choisir des émotions qu'on veut utiliser pour passer à travers une certaine situation et on lit le texte et le texte nous donne des choix. Et selon les choix, il va se passer différentes choses qui vont nous donner des items, qui vont nous donner qui vont nous transformer physiquement. Et c'est un jeu où le rire est là. Puis je vous dirais que de tous mes jeux de société que j'ai, c'est celui où je me souviens le plus de parties que j'ai jouées à cause de situations. Comme par exemple ma conjointe qui a déjà joué à un moment donné où elle s'est mariée. Parce que dans le jeu-là, on peut se marier. Puis une des missions qu'elle avait, à un moment donné, c'est qu'il fallait qu'elle tue son mari. Okay? Fait que des affaires comme ça. Moi, à un moment donné, j'ai été transformé en singe pendant toute la partie. Puis donc, il fallait que je me promène dans des villes, accomplir des choses. Mais en étant un singe, c'était pas nécessairement facile. Alors, il y a toutes des petites affaires comme ça qui se passent, qu'on finit toujours par se souvenir, qu'on se rappelle et qui rend ce jeu-là très plaisant. Donc, c'est une expérience. C'est pas vraiment un jeu, parce que c'est un jeu quand même, parce qu'il y a un but à atteindre. Là. Mais c'est pas vraiment ça qui est important. C'est vraiment l'expérience autour du plateau. Il y a une version anglaise d'un jeu qui, selon moi, est plus fun, qui est Agent of Smirch, qui utilise exactement la même mécanique, mais qui se fait juste en anglais. Parce que lui, c'est plus un jeu. Parce que là, il y a vraiment des dés qu'il faut lancer, puis des succès. Puis là, c'est un jeu d'espion à James Bond. Mais celui-là, avec famille, jeune, moins jeune, très intéressant, très fun. Tales of the Arabian Nights, mon numéro 1 pour le temps des fêtes. Wow! Ça a l'air cool, ce jeu-là. Tu l'as pas essayé? J'ai jamais essayé, mais genre... Là, je te le passe. Louis-Philippe m'en a parlé la semaine dernière, justement, qu'il l'avait acheté et qu'il voulait l'essayer, tout ça. C'est excellent. Ah, ben, tu vas pouvoir l'essayer. Ben oui, je vais pouvoir l'essayer avec lui, peut-être dans le temps des fêtes. C'est mon numéro 1. Je vais suivre ta suggestion. Ouais, ça serait le fun. Et voilà, c'est ce qui conclut notre top 10 des jeux à jouer pendant le temps des fêtes. J'espère que vous avez apprécié nos suggestions. On en a mis pour toutes les sortes de gamers, que ce soit un gamer occasionnel, la famille ou les gamers avertis. Donc tout le monde, j'espère que tout le monde a trouvé son compte avec nos choix. Si vous avez des commentaires à faire sur nos suggestions ou vous avez des jeux à nous suggérer pendant le temps des fêtes, tout à fait. On aime ça, nous autres, apprendre des nouveaux jeux. Donc, laissez-nous des commentaires dans le bas. Ça va nous faire plaisir de répondre à ça et de regarder vos suggestions. Alors, merci Martin de m'avoir accompagné dans ce top 10. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité. Hein. C'est un grand honneur. J'ai dit, je suis super content d'être ici, chez vous. Là. C'est beau ton YouTube. Merci. C'est un beau studio. Ouais, non, c'est un très beau studio. Je trouve ça... Moi, avant, je voyais juste ça en arrière, mais là, maintenant, je vois ce qu'il y a là-bas. C'est la partie Star Wars. C'est super beau. Ouais. Mais merci beaucoup de ton invitation. Ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Martin. Oui, si vous l'écoutez en direct, d'ailleurs, je fais une ouverture du calendrier de l'Avent de jeux de société à tous les jours. Donc, si ça vous tente,
viendrez voir ça. Puis si c'est en plein milieu du mois de juillet, vous regardez ça, ben venez voir pareil. Ah oui, c'est juste Ils vont drôle. être là. Ils vont rester là. Ça va déjà être ouvert. Donc, Zone Jeux de société. Zone Jeux de société. Sur YouTube. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner avec les petits bonhommes là dans le coin. Ici, Ouais, là, c'est là. ça à peu près. Okay. Donc, vous pouvez vous abonner avec les petits bonhommes. Sinon, vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram. Donc, n'hésitez pas à venir vous abonner ou à laisser des commentaires. On aime ça, vous lire. Donc, je vous souhaite une très belle journée, un très beau temps des fêtes en famille. Donc, allez passer du temps avec les gens que vous aimez, que ce soit votre famille ou vos amis. Et n'oubliez pas de gamer. Gamer. Et voilà, allez, bon gaming des vacances. Là. Bye tout le monde. Bye, à la prochaine.